Imaginez un instant un centre commercial gigantesque, un truc vraiment ultra moderne en plein cœur de Conakry ou de Dakar. Ouais, le genre d'endroit où tout le monde se bouscule le week-end. Exactement. Les portes sont grandes ouvertes, la clim tourne à fond, il y a des millions de clients qui y entrent chaque jour pour consommer. Mais il y a un détail hyper troublant dans ce centre. Absolument toutes les boutiques appartiennent à des marques étrangères. C'est ça. Résultat, à la fin de la journée, quand les grilles se ferment, 100% de l'argent dépensé par les clients s'envole instantanément. Vers la Californie, l'Europe ou l'Asie. Voilà. Et pas un seul billet ne reste pour, je sais pas, réparer le parking du centre ou construire de nouvelles boutiques. Cette image, c'est exactement ce qu'a été l'économie numérique africaine pendant très longtemps. Tout à fait, c'est une métaphore parfaite. Et aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de nos sources. On explore une série de documents internes, de décrets et d'analyses. Des textes qui datent de mai 2026, regroupés sous le nom de Modèle guinéen pour la souveraineté numérique africaine. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a là de vrais signaux économiques faibles. Ouais, et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'Afrique, et surtout la Guinée, qui sert un peu de laboratoire en ce moment, refuse d'être juste un bassin de consommateurs. Ils utilisent carrément la réglementation pour créer de gigantesques opportunités de croissance pour les jeunes startups locales. Exactement. Alors, décortiquons un peu ça. Ce qui rend ces documents de mai 2026 si cruciaux, c'est quoi en fait? C'est qu'on dépasse enfin le stade du simple discours politique. On entre vraiment dans la mécanique d'ingénierie économique pure et dure. Historiquement, l'Afrique était vue sous le prisme du rattrapage, tu vois. C'est-à-dire? On tirait des câbles et c'est tout. Voilà, on tirait des câbles sous-marins, on installait la 4G jusque que les populations aient accès aux plateformes mondiales. L'infrastructure servait surtout à extraire la valeur. Mais ces textes, ils montrent un vrai point de bascule. La réglementation devient une arme de construction. La donnée, ça génère une richesse inouïe de nos jours. C'est clair. Et le modèle guinéen, c'est la prise de conscience que cette richesse a une empreinte géographique. Il est temps de forcer la rétention de cette valeur sur le territoire où elle est créée. D'accord, mais comment on force ça concrètement? Parce que les déclarations d'intention, c'est super. Mais Internet, par définition, ça n'a pas de frontières physiques. C'est là qu'intervient la RCN. La redevance de conformité numérique, c'est ça? J'ai vu ça dans les textes. Exactement. C'est un décret qui impose une taxe sur les services numériques étrangers consommés en Guinée. On parle du streaming, des serveurs cloud, de la pub digitale, du e-commerce. Sauf que, techniquement, comment un gouvernement peut taxer une entreprise fantôme? Je veux dire, une entreprise qui n'a ni bureau, ni serveur, ni employé sur le territoire guinéen. C'est toute la subtilité de la mécanique en fait. On ne taxe pas l'entreprise en son pays d'origine, on taxe le flux transactionnel au point de contact. Ah, au moment où l'argent sort du pays. Voilà. Dans les faits, quand l'utilisateur guinéen paie un abonnement de streaming ou du cloud, l'argent transite par des passerelles de paiement. Ce sont des opérateurs de mobile monnaie locaux ou des banques traditionnelles. Qui, eux, sont sous juridiction locale. C'est ça. Et la réglementation oblige ces intermédiaires financiers à retenir la fameuse RCN à la source, juste avant que l'argent ne quitte le pays. Attends, je t'arrête tout de suite. Parce que prélever une taxe sur un géant du streaming étranger, on sait très bien comment ça finit dans la vraie vie. Tu penses à l'augmentation des prix? Mais généralement, si la taxe est de 3%, le géant étranger va pas amputer sa marge, il va juste augmenter son abonnement de 3% en Guinée. Et au final, c'est le consommateur local qui paye la taxe de sa poche, pas le mastodonte de la tech. C'est pas un peu contre-productif ça? C'est l'argument classique. Et je suis bien d'accord, c'est en partie vrai à très court terme. Mais il faut regarder la stratégie géopolitique derrière. Oui, l'entreprise étrangère peut répercuter le coût. Mais en faisant ça, elle augmente artificiellement son prix de vente sur le marché local. Et c'est ce qu'ils veulent. Exactement. Ça crée ce qu'on appelle un parapluie de prix. Ça donne une marge de manœuvre, un espace pour qu'un concurrent local, qui lui ne paie pas cette redevance punitive, puisse proposer un service moins cher. Ah ouais. On nivelle le terrain de jeu par le haut pour les étrangers, pour laisser les acteurs locaux pousser par en bas. C'est exactement l'idée. L'objectif, c'est de créer une friction tarifaire pour rendre les alternatives locales économiquement viables. D'accord, je vois la logique de l'appel d'air. Mais bon, percevoir une taxe, même super bien pensée, ça pose un autre gros problème. En général, l'argent des taxes, ça disparaît dans le budget général de l'État. Ouais, pour boucher les trous de la dette. Voilà. Qu'est-ce qui garantit, dans ce modèle précis, que l'argent serve vraiment l'écosystème technologique local? C'est là que nos sources introduisent deux outils assez fascinants. Le PARN et le SSN. C'est ça. Commençons par le PARN, la plateforme d'analyse et de régulation numérique. Concrètement, qu'est-ce qu'une agence d'analyse vient faire dans cette histoire?
Si on file une métaphore, le Parn, c'est pas juste un bureau rempli de bureaucrates. C'est un vrai système de radar économique à la pointe. Un radar. Ouais. Avant de savoir où investir l'argent de la redevance, l'État doit comprendre comment fonctionne son économie invisible. Donc le Parn a pour mission de cartographier les flux de données. Ils surveillent la bande passante sur les câbles sous-marins, ils analysent les requêtes API pour voir quels acteurs étrangers monopolisent l'attention et le portefeuille des Guinéens. Donc c'est de l'intelligence économique pure. Très agressive même. En sachant que tel volume de données publicitaires part vers telle plateforme externe, le Parn fournit une carte en temps réel des fuites de valeur de l'économie guinéenne. Ok, donc le radar repère les fuites, identifie les secteurs où il y a un manque à gagner, et l'outil qui est censé colmater ces fuites, c'est le deuxième pilier, le FSN. Le fonds de souveraineté numérique. Voilà. Les textes indiquent que c'est ce fonds qui récupère l'argent de la RSN pour investir dans l'innovation locale. Mais là, je suis obligée d'être un peu sceptique. Un État qui s'improvise fonds de capital risque, qui choisit quelle start-up financer, ça finit toujours en désastre bureaucratique. Les fameux éléphants blancs. Exactement. L'État n'a pas du tout l'agilité des investisseurs privés. Et je suis d'accord, ce scepticisme est hyper sain. Mais faut bien comprendre que le FSN ne joue pas au capital risqueur traditionnel. Ah bon? Il fait quoi alors? Son mandat, c'est pas de dénicher la prochaine appli de livraison de repas à la mode pour faire x10 en 3 ans. Ça, c'est le boulot des VC privés. Le rôle du FSN, selon les textes de 2026, c'est de financer les fondations. Les choses que les capitaux privés refusent de financer parce que le retour sur investissement est beaucoup trop long. Des infrastructures lourdes, en gros. Voilà. Ce qu'on appelle les biens publics numériques. Les investisseurs privés adorent financer du logiciel, parce que c'est hyper scalable. Mais ils détestent financer des centres de données physiques à Conakry, ou des programmes de formation en cybersécurité, ou de la fibre interurbaine. Donc, le FSN prend l'argent taxé aux géants du web pour couler le béton numérique du pays. C'est la métaphore parfaite. Si on relie ça à une vision plus globale, l'État construit l'autoroute, met l'éclairage et les péages. Et ensuite, les entrepreneurs privés fabriquent les voitures pour rouler dessus. D'ailleurs, les initiatives mentionnées s'alignent pas mal avec ce que dit le comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud. L'idée de ne plus dépendre de l'aide extérieure. En générant ses propres ressources, la Guinée se libère de l'aide internationale ou des fonds occidentaux qui fuient au moindre problème de marché. Exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le premier, c'est le contenu local et le streaming. Sachant que les géants étrangers ont des algorithmes super puissants et des milliards pour produire, des blockbusters, comment une jeune plateforme locale peut survivre face à ça? En refusant de se battre sur le même ring. Les sources sont très claires là-dessus. Essayer de faire un Netflix africain avec un modèle globalisé, c'est une erreur fatale. Ah ouais, faut faire différent. La taxe crée un avantage financier, ok? Mais l'avantage décisif, c'est la pertinence culturelle. L'algorithme mondial cherche le plus grand dénominateur commun sur 50 pays. Une plateforme locale, elle, peut aller dans l'hyperspécificité. Des formats basés sur la tradition orale, par exemple? Exactement. Ou des séries dans des dialectes urbains très précis. Du contenu audio adapté aux zones où la connexion saute tout le temps. La tech de base est banalisée. N'importe qui peut coder une appli de streaming aujourd'hui. La vraie malheur, c'est l'histoire, quoi. La valeur réside dans la capacité à raconter des histoires que le géant mondial ne soupçonne même pas. D'accord. La clé, c'est l'hyperlocalisation. Mais ça soulève un autre souci. Si on a des créateurs locaux, il faut les payer. Et pour ça, il faut des systèmes de paiement. Logique. Ce qui nous amène au deuxième secteur identifié par les sources, l'e-commerce et l'inclusion financière. Et là, on ne parle pas juste de faire un joli site web avec un bouton d'achat. Ah non, le code, c'est peut-être 10% du problème. Le vrai défi de l'e-commerce ici, c'est le bitume, c'est la logistique. Les 90% restants, c'est le monde physique. La logistique du dernier kilomètre, c'est un enfer absolu pour un acteur étranger. Comment tu livres un colis dans une ville énorme où la moitié des rues n'ont pas d'adresse postale officielle? Quand le client te dit c'est la porte rouge à côté du Grand Baobab. Voilà. Le géant mondial, avec ses process hyper stricts, il est complètement perdu. Mais une start-up locale, elle peut intégrer des systèmes de géolocalisation basés sur des repères communautaires, ou utiliser des réseaux de mototaxis qui existent déjà pour livrer. La connaissance en signe du chaos devient un vrai atout commercial en fait. Complètement. Mais quid du paiement? Parce que commander en ligne dans des zones où très peu de gens ont un compte en banque classique, c'est un autre mur. C'est pour ça que l'e-commerce et la fintech doivent fusionner. Les places de marché locaux qui émergent intègrent nativement le mobile money. Pas comme une option cachée dans les paramètres, mais comme l'architecture centrale.
Donc on connecte directement le producteur rural et son vieux téléphone au consommateur en ville. C'est ça. Les géants étrangers veulent imposer la carte de crédit alors que les acteurs locaux construisent des ponts là où les gens se trouvent déjà financièrement. Ça me fascine de voir comment la réglementation force une innovation vraiment ancrée dans le réel. Et tout ça, ça génère des montagnes de données. Des données de paiement, de livraison. Ce qui nous amène logiquement au secteur 3 et 4. Le cloud régional et la publicité digitale. Si l'écosystème grandit, il faut des serveurs. Et confier toutes les données sensibles de la Guinée à des serveurs de l'autre côté du globe, c'est une aberration pour la souveraineté. C'est le cœur nucléaire de la souveraineté même. Les documents montrent que l'argent du FSN sert en partie à aider les fournisseurs de cloud régionaux. Les entreprises et l'administration publique ont un besoin vital de stocker leurs données sous juridiction locale. Pour ne pas dépendre des lois américaines ou européennes en cas de litige. Exactement. Et en plus, héberger localement, ça réduit énormément la latence, donc tout le système est plus rapide. Et pour la publicité digitale, la logique est implacable aussi. Si la RCN taxe fortement l'achat de pubs sur les réseaux sociaux étrangers, les marques locales vont regarder la facture et dire « stop ». C'est devenu trop cher, ouais. Donc mécaniquement, ces budgets marketing se déversent vers les régies locales, vers les créateurs locaux dont on parlait au début. C'est une boucle de rétroaction positive super efficace. C'est très puissant en théorie, mais il faut rester mesuré. Là, on décrit la mécanique parfaite. La réalité du terrain est beaucoup plus rugueuse. Beaucoup plus, oui. Le terrain de jeu est nivelé, ok, mais c'est pas magique. Qu'est-ce qui empêche un géant mondial de se dire la Guinée me taxe, c'est trop compliqué, je coupe l'accès à mon service dans ce pays. Ça isolerait complètement la population des outils mondiaux. Ça soulève une question importante, mais les rédacteurs du modèle l'ont anticipé. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas une taxe confiscatoire dès le début. Le cadre prévoit une approche progressive, un taux transitoire doux de 3% sur les 12 premiers mois. Une sorte de période de grâce. Voilà. Ça laisse le temps d'apprendre à collecter la redevance avec les télécoms, de régler les soucis de conversion de devises et surtout de laisser les géants s'adapter sans choc fiscal violent. Ensuite seulement, le taux évolue entre 1,5 et 7% selon les secteurs. On amène doucement tout le monde à la table des négociations. En parlant de s'asseoir à la table, il y a une ligne dans les décrets qui m'a marquée. L'obligation légale pour ces acteurs étrangers de désigner un représentant local sur le territoire. Ça a l'air anodin, mais qu'est-ce que ça change en vrai ? Oh, ça change tout l'équilibre des pouvoirs. Avant, si une plateforme étrangère hébergeait du contenu illégal ou refusait de coopérer sur une fraude, l'État guinéen devait passer par des commissions rogatoires internationales. Ça prend des années, ça coûte une fortune. C'est inefficace au possible. En forçant la présence d'un représentant local, l'État a enfin un interlocuteur physique, soumis au droit local. Quelqu'un qui répond au téléphone et qui peut être tenu responsable. On passe d'une adresse IP lointaine à un engagement forcé. Le géant de la tech est obligé de comprendre les réalités administratives du pays. C'est un ancrage physique de l'économie virtuelle. Brillant. Alors, avec toutes ces pièces du puzzle, la taxe, le fonds, les obligations légales, si un jeune entrepreneur fait partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et veut en tirer profit, ce seraient quoi les conseils pratiques tirés de ces textes-lois ? Le premier conseil, implicite mais partout dans les sources, c'est d'abandonner l'illusion de la protection absolue. La taxe offre un parapluie temporaire. Mais si votre appli locale est buggée, lente ou mal conçue, les utilisateurs utiliseront un VPN pour retourner chez les acteurs mondiaux. L'exécution rigoureuse reste vitale. Toujours. Ensuite, le deuxième point, c'est l'hyperciblage. Ne cherchez pas à remplacer un géant de A à Z. Prenez la logistique du dernier kilomètre ou la gestion des stocks pour les petits commerçants. Résolvez le problème spécifique que la Silicon Valley trouve trop complexe ou pas assez rentable. Et j'ajouterais, d'après les documents, qu'il faut changer de posture face à l'État. Souvent, les startups pensent on avance vite, on casse des trucs et l'État régulera plus tard. Mais là, l'État est le partenaire stratégique numéro 1. Absolument. Le Parnar a les données, le FSN a l'argent. Faut s'aligner sur les priorités de souveraineté nationale. S'isoler du public ici, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais au-delà de la Guinée, l'impact à long terme, c'est quoi ? Ce laboratoire a vocation à s'exporter. L'espoir, c'est une contagion régionale. Imagine si le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Rwanda adoptent ce modèle. Au lieu de négocier seul en position de faiblesse, on pourrait voir émerger une vraie coopération africaine sur les infrastructures. Mettre en commun l'argent des redevances pour financer des fibres transfrontalières ou des méga-centres de données. Exactement. Transformer la dépendance en puissance autonome. Si on résume, le modèle guinéen montre que l'Afrique peut capter la valeur technologique chez elle. C'est plus du rattrapage, c'est la construction d'une architecture économique propre. Et comprendre ces mécaniques réglementaires,
C'est crucial pour anticiper d'où viendront les prochaines licornes technologiques. Mais pour pousser la réflexion, il y a un vrai risque, un angle mort monumental qui n'est pas écrit noir sur blanc dans les textes. Vas-y, je t'écoute. Si chaque nation africaine adopte son propre modèle de redevance, verrons-nous l'émergence d'un marché numérique panafricain unifié? Ou courons-nous le risque d'un morcellement avec 54 codes fiscaux numériques différents? Ah oui, le cauchemar administratif. Imagine la jeune start-up africaine qui veut s'étendre sur son propre continent et qui doit affronter 54 douanes numériques. Paradoxalement, le remède de la souveraineté nationale pourrait rendre l'expansion des start-up locales presque impossible. Un marché unifié ou un continent morcelé par 54 règles différentes. C'est la ligne de crête sur laquelle cet écosystème va devoir avancer. Une sacrée question qu'on va laisser en suspens pour que notre audience puisse y réfléchir. Merci pour cet échange.